Bonsoir. Bienvenue à l'Astrolabe au Parc national du Mont-Mégantic pour cette 35e édition du Festival d'astronomie populaire. Alors, je vois qu'on est très heureux d'avoir autant d'astronomes dans la salle aujourd'hui. C'est vraiment fantastique. Alors, tout au cours de la soirée, on va essayer de vous mettre des étoiles plein la tête, d'une manière ou d'une autre, que ce soit en présentation ou en observation. Alors, c'est écrit ici, Philippe, donc probablement être vrai. Je vais avoir l'honneur d'être un de vos présentateurs ce soir, mais il y aura toute une équipe. Vous en avez déjà vu quelques personnes ici et là. On aura toute une équipe à la base de la montagne et au sommet. On se fera un plaisir de vous guider dans l'espace, de vous guider dans l'univers. Alors, on aura différentes activités. Le Festival d'astronomie populaire, c'est pas juste... C'est différent d'une soirée d'astronomie régulière. Il ne faut pas juste observer. C'est aussi un moment pour entrer en contact. Et pas juste rentrer en contact avec le télescope de 1,6 mètres, bande de chanceux, mais en plus de rentrer en contact avec des gens qui sont dans le domaine de l'astronomie, des astronomes de toutes origines, de tout acabit, et vont rencontrer ces gens-là et échanger avec eux. C'est un des points forts du Festival d'astronomie populaire. Et c'est pourquoi ce soir, on a comme conférencière l'honneur d'avoir Julie Bolduc-Duval, qui est un autre exemple, s'il en fallait d'autres, que l'Astrolabe est un tremplin vers de grandes choses. Il y a 20 ans de ça, Julie a animé ici, à l'Astrolabe, et elle a tellement apprécié ça, que par la suite, elle a décidé d'en faire sa carrière. Elle a fait des études à Victoria, elle a travaillé à l'Observatoire près de Victoria, un très bel endroit que je vous invite à visiter un jour, et elle a fait de la vulgarisation scientifique et de la formation vraiment son domaine, et elle est maintenue depuis plusieurs années maintenant. Elle participe au projet La découverte de l'univers, un projet de formation à l'échelle du Canada pour former donc les professeurs, parce qu'avant de former des élèves, il faut former des professeurs. C'est un élément qu'on oublie parfois dans la transmission de savoir. Et c'est pourquoi, maintenant, on a l'honneur de l'accueillir. Un autre exemple du rayonnement de l'Astrolabe. Je vous prie de la bien accueillir. Parce que la dernière fois que j'ai animé, ça fait justement 21 ans de ça, mais c'est vrai que l'Astrolabe, mon été ici, ça a été tellement un beau moment pour moi de partager ma passion en astronomie avec le public que j'ai décidé de continuer ça par la suite après mes études aussi. Alors, ça fait plaisir d'être ici. J'ai une présentation, peut-être un titre qui vous paraît un peu simple, hein, qu'est-ce qu'une planète? Vous dites, ben, je sais quoi une planète? Mais vous allez voir, la réponse est plus compliquée qu'on le pense. Alors, juste pour vous dire rapidement aussi, cette présentation-là, je l'avais offerte en webinaire. On a fait des formations aux enseignants, beaucoup les éducateurs, les animateurs dans les centres de sciences aussi. Je l'avais offert en webinaire, puis pour une formation en ligne à ces personnes-là. Puis je l'avais tellement trouvé intéressant, je trouvais que ça avait des beaux dilemmes que je sais vous la offrir ici. Mais je vais vous donner le lien à la fin. Si jamais vous connaissez des gens qui voudraient la revoir, par exemple, une version un peu différente de celle-ci, mais elle est sur le web, là, si vous allez sur le site web. Bref, je vous présente ici qu'est-ce qu'une planète. D'après vous, réponse simple, qu'est-ce qu'une planète? Pas trop poussé scientifiquement, c'est vrai qu'ils ont plus de connaissances. Là. Oui, qu'est-ce que tu dis? Un astre qui tourne autour d'une étoile. Vous êtes d'accord avec ça? Ça semble assez simple, ça semble une bonne définition. Hein? D'ailleurs, quand on regarde une étoile, par exemple, une image comme ça, Jupiter, c'est assez facile de se dire, ben oui, c'est une planète. Dans le fond, c'est un gros objet qui tourne autour d'une étoile. Par contre, quand on les voit dans le ciel, ça ne ressemble pas exactement à ça. Quand on les regarde dans le ciel, ce soir, on va avoir une chance extraordinaire cet été. C'est vraiment l'été des planètes, on va en avoir plein dans le ciel. Mais les étoiles, ça ressemble à les planètes, je ne vais pas trop me tromper. Les planètes, ça ressemble à des étoiles. C'est des points lumineux dans le ciel. Donc, longtemps, dans le fond, les planètes, quand on les a identifiées, c'était juste des points qui se déplaçaient dans le ciel. Je reviens dans une minute. On a aussi des objets. Celle-là, la connaissez-vous? Vous pouvez le dire fort si vous savez. C'est Pluton, celle-là. Alors, Pluton, si vous le regardez juste comme ça, peut-être vous dites, ben oui, c'est une planète, hein, mais maintenant, on n'appelle plus une planète, une planète naine. Alors, pourquoi il y a tout ce débat-là avec Pluton aussi? Moi, quand j'allais à l'école, on disait que Pluton était une planète. Maintenant, on enseigne que Pluton est une planète naine. Si vous êtes mêlés avec tout ça, j'espère que ça va être plus clair à la fin de la présentation. Puis maintenant, même, on découvre des planètes à l'extérieur de notre système solaire. Donc ça, ici, c'est un dessin d'artiste, c'est pas une vraie photo.
d'exoplanètes, de planètes à l'extérieur de notre système solaire, mais on découvre des planètes. Et là, on en découvre des sortes qui sont un petit peu différentes de notre système solaire, de notre système solaire. Comment on va les appeler exactement? Bien, ça amène d'autres débats. Alors, regardons ça ensemble. Premièrement, d'où vient le mot planète? Planète, dans le fond, ça veut dire astre errant en grec ancien. Donc, comme je vous disais, dans le fond, il y a très longtemps, avant les télescopes, les gens regardaient dans le ciel, ils voyaient des points lumineux. Donc, ils voyaient plein d'étoiles, par exemple, ils voyaient certains points qui ressemblent à des étoiles, mais ils prêtaient attention nuit après nuit, semaine après semaine, et se rendaient compte que ces points-là se déplaçaient par rapport aux étoiles. Ne sachant pas ce que c'était, ils les ont appelés les astres errants, donc des planètes. Donc, c'est là que ça vient le mot planète lui-même. D'ailleurs, pour vous montrer ça, j'ai fait une animation dans un programme qui s'appelle Stellarium. Je ne sais pas s'il y en a ici qui connaissent Stellarium, c'est gratuit, vous pouvez faire une recherche sur Internet, c'est un logiciel planétarium, dans le fond, donc on peut voir le ciel ce soir, par exemple. Et là, j'ai fait une animation, donc on regarde vers l'ouest, on a l'horizon ici. J'ai fait apparaître les lignes des constellations, que vous puissiez voir un peu comment les planètes, les points, justement, qu'on va sont identifiés, c'est facile à voir, vont se déplacer par rapport aux étoiles. On part, on est le 16 avril 2018 à 21h15, et l'animation, ce que ça va faire les bonds d'une journée. Donc, on va toujours regarder à 21h15, et ça va sauter d'une journée. Là, on voit la Lune de temps en temps passer, mais vous voyez, Vénus se déplace par rapport aux constellations. Vous allez peut-être me dire, mais les constellations aussi se déplacent. C'est vrai qu'elles sont toutes en train de se déplacer là, vers l'horizon ouest. Il y a comme un petit changement à chaque jour, un petit peu, mais la forme des constellations reste la même. Là, à chaque mois, vous allez voir la Lune, justement, mais on voit très bien que Vénus, elle va dans le Gémeaux, elle va se déplacer. On voit que c'est de plus en plus clair aussi, là, parce qu'à 21h15 au mois de juin, il fait encore complètement noir. Vous voyez Mercure ici? Elle, on voit très bien de soir en soir, elle se déplace par rapport aux étoiles. Et on va voir très bientôt aussi, on est rendu le 13 juillet, vous allez voir Jupiter qui arrive. Jupiter va se déplacer aussi par rapport aux étoiles, mais moins, le mouvement est moins perceptible soir après soir, mais regardez bien par rapport à l'étoile ici. On voit qu'elle s'en approche. Non, on est en train de perdre Vénus, on est rendu 18 août. Donc là, vous le savez, ces points-là qui se déplacent par rapport aux étoiles, c'est ce qu'on appelle les planètes, ce sont des objets dans notre système solaire. Et à cause du mouvement dans le système solaire, en fond, nous, on bouge, mais les planètes aussi bougent autour du Soleil, ça fait que ce mouvement-là par rapport aux étoiles, par rapport aux formes, dans le fond, des constellations. Donc, c'est de là que ça vient, astre errant. Vous voyez la preuve ici. Si, maintenant, on le fait moins, on regarde moins de soir en soir, mais ceux qui regardent souvent le ciel, on le voit, là, après un certain temps, le mouvement. Donc, il y a 5 planètes qui sont connues depuis l'Antiquité. Dans le fond, les 5 planètes qui sont visibles à l'œil nu. Et d'ailleurs, les 5 planètes visibles à l'œil nu, qui sont Mercure, Vénus, un peu les voici, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne. Les 5 sont visibles. Mercure, c'est un peu un défi, puis déjà, je pense qu'il est plus difficile un peu, mais les 4 autres vont être visibles ce soir, vous êtes vraiment chanceux, c'est l'été pour les voir. Donc, justement, il y a 5 planètes visibles à l'œil nu qui sont connues depuis l'Antiquité. C'est ça qu'il y a la Terre aussi, dans le fond, la Terre, on la voit là. Je ne sais pas c'est qui dans l'histoire qui a fait le lien en premier que les petits points errants dans le ciel, c'était la même chose que ce qu'il y avait en dessous de nos pieds. Tu sais, il fallait quand même avoir une façon de penser assez différente, faire le lien. Ah ben oui, ça m'entend que dans le ciel. Bravo à cette personne-là qui a fait le lien. Mais bref, donc, il y avait en réalité 6 planètes connues, là, si à un moment donné, les gens se rendent compte que la Terre, c'est une planète aussi. Mais juste pour vous dire, les 5 planètes dans le ciel visibles à l'œil nu, plus la Lune et le Soleil, dans le fond, pour vous, c'est les astres errants, et c'est la base de la semaine. Il y a des jours qui sont plus faciles. Dimanche, c'est moins évident en français, mais c'est quoi dimanche en anglais? Sunday, le jour du soleil, c'est quand même assez évident en anglais. Lune, lundi, voilà. Donc, vous voyez les liens avec les 7 astres qu'il y avait dans le ciel qui bougeaient par rapport aux étoiles. Donc, ça, c'était connu depuis longtemps. Maintenant, on découvre des nouvelles planètes avec le temps. En 1781, on découvre Uranus, parce que celle-là n'est pas visible à l'œil, il faut un télescope. Donc maintenant, quand le télescope, on peut voir des petits points qui se déplacent par rapport aux étoiles. C'est le même principe, mais là, il faut regarder dans un champ de vision plus limité. Donc, planète numéro 7, 1801, découverte de Cérès. Peut-être que vous dites, c'est pas celle-là, je vais en parler de Cérès. On va y revenir, 1802, découverte de Pallas, planète numéro 9. 1804, découverte de Junon. Planète numéro 10, là, vous êtes peut-être mêlés, mais c'est quoi cette planète-là, hein? 1807, Vesta. Et là, pendant près de 40 ans, on connaît 11 planètes dans le système solaire. Vous avez vu ça? Non, hein? Surprise. Qu'est-ce qui se passe? Bien là, ça continue. Alors, en 1846, découverte de Neptune.
Mais là, on se rend compte que dans ces années-là, dans le fond, il y a plusieurs objets entre Mars et Jupiter. D'après vous, c'est quoi? Les astéroïdes. Les astéroïdes. Donc, Cérès, Pallas, Junon et Vesta sont reclassifiés vers 1850 et on les appelle des astéroïdes. On se rend compte que c'est des objets qui ressemblent à des étoiles, mais là, comme il y en a beaucoup, on se rend compte qu'ils sont plus petits aussi, ils sont tous dans ces orbites-là. Bref, c'est des grosses roches dans l'espace. Voici Vesta ici, c'est une sonde qui est allée près, qui l'a pris en photo. Donc, c'est vraiment des grosses roches dans l'espace. Mais on s'est rendu compte maintenant aussi qu'ils sont beaucoup plus petits aussi que les planètes. Mais pendant tout le temps, ces planètes-là, ces astéroïdes-là, ça fait des planètes. Alors, je vous explique ça parce que ça va revenir. L'histoire se répète un peu maintenant, en fait, par rapport à ce qui s'est passé dans ces années-là. Donc, pendant plus de 85 ans, on connaît 8 planètes dans le système solaire. Ensuite, 1930, découverte de Pluton. Donc, on est revenu à 8 planètes. On découvre Pluton, 9e planète. Pour vous donner une idée de Pluton, la grosseur par rapport à la Lune et la Terre, c'est très petit. C'est plus petit que notre Lune. Et ça reste comme ça pendant plusieurs années. Donc, nous, ce qu'on a appris à l'école, en fait, si vous êtes plus vieux que... Bon, ça fait 12 ans que Pluton n'est plus une planète naine, mais bon, pour la plupart des adultes, là, on a appris à l'école, dans le fond, qu'il y avait 9 planètes dans le système solaire. En passant cette image-là, c'est vraiment pas à l'échelle. C'est super difficile de représenter le système solaire à l'échelle sur une diapo ou sur une feuille. Dans le fond, c'est impossible. Donc, les planètes sont beaucoup plus éloignées que ça du Soleil. L'échelle, même de grosseur, n'est pas bonne. Oui, le Soleil est plus haut que les planètes, mais il devrait être beaucoup plus gros que ça. La ceinture d'astéroïdes, oui, elle est surtout en Mars et Jupiter, mais en fait, il y en a plus que ça. Bref, c'est une bonne tentative, mais ça ne représente pas la réalité. Donc, ça reste comme ça pendant plus de 80 ans. C'est ce qu'on a appris. Et là, qu'est-ce qui se passe? Regardez ici, en bas, il y a une date, là. On est rendu en 1993. Ici, c'est l'orbite, ça, c'est Pluton. Et là, tous les points qui vont apparaître, ce sont des objets qu'on découvre dans le coin de Pluton. Un peu plus loin, en fait. Là. Vous voyez que ça apparaît comme en... Oups, excusez-moi, on recommence. J'ai payé sur le mauvais bouton. Vous allez voir que des fois, on dit qu'on apparaissent plusieurs dans le même coin. C'est souvent qu'il y a des télescopes qui pointaient dans cette région-là. Dans le fond, on faisait dans l'anglais ce qu'on appelle un survey. On traduirait ça en français, un survey. Oui, un sondage, ça se dit comme on est bien. Un relevé, merci, je cherchais. Un relevé dans cette région-là, on le voit, ça apparaît comme un groupe. Les grosseurs relatives, en fait, la plupart sont très petits. Le Pluton n'est pas à l'échelle par rapport au système solaire, mais ça montre que c'est un des plus gros objets dans ce coin-là. Mais regardez ce qui est apparu ici. Je parlais en même temps, elle est apparue celle-là en 2003. À quoi ça vous fait penser tout ça autour de... non, on n'est vraiment là, vraiment pas à l'échelle de la galaxie, mais en fait, ce qu'on voit, c'est que il y a comme une deuxième ceinture d'astéroïdes. Est-ce que vous êtes d'accord? Ouais. Ça ressemble un peu à ça. Il y en a combien ici qui avaient déjà entendu parler de la ceinture de Kuiper ou Kuiper? Peut-être même pas la moitié. Mais en fait, ça, je pense que c'est assez récent en astronomie. Vous avez vu, c'était à la fin des années 1990, début 2000, on s'est rendu compte qu'il y avait de plus en plus d'objets. En fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'objets très loin dans le système solaire, c'est juste qu'on ne peut pas les découvrir avant. Puis pourquoi on ne les découvrait pas, même si on est capable de voir des choses beaucoup plus loin dans l'univers? C'est parce que ces objets-là ne brillent pas d'eux-mêmes. Ils reflètent la lumière du Soleil. Et comme ils sont très loin et très petits, ça prend les bons télescopes pour les voir, parce qu'ils sont quand même très peu lumineux dans le ciel. Et je vais vous montrer, c'est quand même un défi de les trouver aussi. Donc, on s'est rendu compte maintenant, on l'appelle la ceinture de Kuiper. Des fois, on en parle tout simplement des objets plus loin de Neptune, comme les objets transneptuniens. Il y a différents termes utilisés. Mais bref, je veux que vous sachiez qu'il y a vraiment comme une deuxième ceinture d'astéroïdes. En fait, c'est surtout des petits mondes glacés, comme Pluton. Donc, c'est pas seulement des roches comme dans la ceinture d'astéroïdes, il y a beaucoup de glace dans ces objets-là. Mais bon, celle-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Là, c'est la même grosseur que Pluton. Ce qu'on l'appelle la 10e planète. C'est ça qui a fait un peu la chicane de poignée-là, dans un sens. D'ailleurs, les riches, je me souviens, c'est la déesse de la discorde. Ils l'ont vraiment nommé après pour expliquer un peu ce qui s'est passé. Donc, en 2003, découverte des risques probablement plus grande que Pluton. Donc, ça, c'est des images un peu, peut-être pas exactement la découverte, là, mais c'est l'équipe qui l'a découvert. Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait être des risques là-dedans? En haut. Ah, cette petite affaire-là qui, oups, on recommence, c'est pas en boucle. La petite affaire qui bouge ici, là. Ah, c'est ça. Là, on regarde avec un télescope dans une région du ciel. Il faut regarder, disons peut-être, on prend une photo, on regarde encore le lendemain, ou quelques jours après, et là, on compare les images, puis on se demande s'il y a un petit point qui bouge. Avant, ça se faisait à l'œil. Maintenant, ça se fait avec des ordinateurs.
Mais quand je travaillais à Victoria, justement, à l'observatoire, c'est un télescope quand même qui est assez près de la ville, donc maintenant la pollution lumineuse affecte beaucoup. Mais c'est un télescope qui était beaucoup utilisé pour trouver les astéroïdes qui pourraient potentiellement entrer en collision avec la Terre. On espère que non, là, mais c'était vraiment essayer de les recenser le plus possible. Et donc, c'est un télescope qui était utilisé beaucoup pour ça. Et c'était comme ça qu'il faisait. Donc, il prenait une image, peut-être le lendemain, ou quelques nuits plus tard, il prenait une image de la même région du ciel, puis il comparait avec les ordinateurs, comme ça, voir le point qui bouge. Donc, les étoiles vont rester au même point, nuit après nuit, les unes par rapport aux autres, mais l'objet dans le système solaire va bouger. Donc, justement, avant, c'était vraiment à l'œil, il fallait qu'il compare les images. Maintenant, tout ça se fait tout automatique, mais quand même, vous voyez, c'est pas nécessairement, je vais la rejoindre une dernière fois, là, c'est pas, c'est un petit point, là. On ne voit pas l'objet gros comme je vous ai montré Pluton tantôt. Donc, si cet objet-là est plus grand que Pluton, ce qu'on appelle la 10e planète, et c'est là que le débat a pris, vraiment, dans ces années-là, donc ça a été découvert en 2003. Et là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, c'est quoi une planète au juste? Est-ce que c'est tout objet sphérique en orbite autour du Soleil? C'est un peu ce qu'on avait dit tantôt, un astre qui tourne autour d'une étoile, au fond du Soleil. Est-ce qu'on a juste les 8 plus gros dans le système solaire, sans Pluton, ni Eris, ni les autres, peut-être? Ça se peut qu'il y en ait d'autres qu'on n'a pas encore découvert. En fait, c'est sûr, d'après moi, qu'il y en a d'autres, c'est d'autres là qu'on n'a pas encore découvert. Ils sont juste tellement loin. Bref, on ne savait pas trop. Il y a différentes versions qui sont sorties. Et finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de définition officielle, donc il a fallu que les scientifiques arrivent avec une définition. Et c'est là, en 2006, que ça a été voté. Donc, la définition de planète est arrivée en 2006 à la réunion des astrophysiciens partout dans le monde, qui s'appelle l'Union astronomique internationale. J'étais pas là, mais apparemment que ça a été houleux un peu comme discussion. Tout le monde s'entendait. Je me souviens, dans les médias, ils sortaient, finalement, à un moment donné, il y avait 12 planètes, il y en avait 8. Il y avait différentes définitions qui sortaient, puis durant la conférence qui a duré 2 semaines, les gens ne s'entendaient pas nécessairement. Ça a été voté, et voici la définition officielle. Une planète est un corps céleste qui est en orbite autour du Soleil. Là, c'est un peu particulier, on peut avoir des planètes dans notre système solaire. Il faudrait éventuellement faire une définition qui inclut les planètes autour de d'autres étoiles, parce qu'on sait qu'elles existent. Mais si on parle dans notre système solaire, c'est ça, est en orbite autour du Soleil, qui a une masse suffisante pour avoir une forme sphérique. Les termes scientifiques, c'est un équilibre hydrostatique. Bref, c'est une grosse sphère, c'est une grosse boule. On ne veut pas avoir des objets comme des astéroïdes qui sont de forme quelconque ou étirés. On veut que ça soit sphérique. Donc, il faut que ça ait une masse assez grosse. Ce qui fait, dans le fond, c'est que les astéroïdes sont tellement petits que leur gravité n'est pas assez forte pour comme la rendre toute lisse en sphère. Ça reste un peu de forme quelconque. Mais si tu as une masse assez grosse, dans le fond, non seulement la gravité sur toutes les parties également d'objets, ça finit par faire une sphère. Donc, que ça soit assez gros pour faire ça. Et la grosseur que ça prend, bien, ça dépend, c'est fait de quoi? C'est fait de roc. C'est solide, ça peut aller plus gros, mais c'est fait de glace, par exemple, ça va s'écraser plus facilement. Donc, il n'y a pas une grosseur définitive, ça dépend de quoi l'objet est fait. Et ça, c'est l'argument qui a tout changé. En nettoyer son voisinage orbital. En fait, c'est l'objet majeur dans cette région du système solaire. Moi, je l'avais traduit souvent, tout simplement, c'est pas dans la ceinture d'astéroïdes, c'est pas dans la ceinture de Kuiper. Ça fait partie des ceintures. On n'appelle pas ça une planète. Ça veut dire que l'objet n'est pas assez massif, assez gros qu'on pourrait avoir, justement, comme nettoyé. C'est vrai, là, l'objet plus gros, dans le fond, avec sa gravité, affecterait les orbites des autres objets, ça finirait par tout changer. Si c'est dans la ceinture d'astéroïdes ou de Kuiper, ce n'est pas une planète. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Pluton? Pluton fait partie de la ceinture de Kuiper. Pluton n'est pas une planète selon cette définition. Donc, c'est ça ici l'argument qui a tout changé. Donc, là, par contre, on a apporté la définition de planète naine. Vous pouvez deviner un peu c'est quoi, dans le fond. Même principe, en orbite autour du Soleil, qui est sphérique, mais qui n'a pas nettoyé son voisinage, donc ça peut faire partie des ceintures. Et je trouve pas vraiment ils ont rajouté satellite naturel, parce que si c'est une lune, c'est pas en orbite autour du Soleil. Mais bon, on l'avait mis dans la définition, que j'ai pas vu ici. Donc, c'est ça la définition, ce qui fait que Pluton devient planète naine. En fait, c'est pas... Pluton va simplement changer de catégorie. Puis des fois, les gens me disent... Pluton fait en fait... L'argument, des fois, je vais dans les écoles, les gens vont me dire « Oui, mais Pluton est plus dans le système solaire. » Non, Pluton, ça n'a rien changé à l'objet lui-même. Mais comme les gens ils associent tellement que le système solaire, c'est Soleil plus planète, si c'est plus une planète, je pense que c'est plus là. Mais pensez que Pluton est en orbite autour du Soleil. Pluton, elle s'en fout, là, comment elle s'appelle pour les Titaniens, là. Elle continue son orbite, puis nous autres, c'est juste qu'on a changé de catégorie. Au lieu de l'appeler une planète, on l'appelle une planète naine. Mais ça n'a rien changé à Pluton elle-même, c'est juste nous, dans la façon qu'on l'a appelé. Donc, c'est une reclassification. C'est pas une baisse de niveau. Moi, je trouve que c'est vraiment juste une catégorie, mais les gens qui ça à cœur, on va en parler.
Il faut que je prenne des fois, ça marche. C'est bon. Alors, je veux qu'on passe au vote. Qui est en faveur, là, soyez pas gênés, il n'y a pas de mauvaise ou de bonne réponse, je vais vous faire voter à quelques reprises. Okay? Qui est en faveur de cette définition que Pluton est une planète naine, puis que les 8 plus gros sont des planètes, ceux qui ne sont pas dans les ceintures? Qui est en faveur? OK, peut-être la moitié, peut-être un peu plus. Qui est contre? Ouais, un peu moins. Qui s'en fout, là, qui n'a pas d'idée? Le reste, OK, c'est bon. On va voir, vous voyez, c'est pas 100% unanime, il y a quand même un peu de débat encore, mais c'est pas, vous allez voir, vous n'êtes pas les seuls, même les scientifiques s'obstinent encore. Oui? Je me demandais, c'était quoi la planétoïde? Parce qu'on a entendu ça à un certain moment. Oui. Bien, en fait, planétoïde, ça serait justement une petite planète. OK, c'est comme l'équivalent de la planète naine. Oui, un peu, puis même, il pourrait avoir... Bien, comme je vais vous montrer, présentement, il y a 5 objets qui rentrent dans les catégories de planètes naines. Il y aurait d'autres des planétoïdes qui ne sont pas classifiés vraiment planètes naines. Si on ne sait pas qu'ils sont sphériques, ça pourrait être... C'est comme un terme un peu lousse pour l'instant. Il n'y a pas de définition super précise. Mais tu sais, il y en a plein. En anglais, il y a minor planet. Planète mineure, je ne sais pas qu'on l'utilise beaucoup en français, mais minor planet en anglais, ça inclut tout astéroïde, comète. C'est tous les petits objets en orbite. Tu sais, honnêtement, à un moment donné, j'ai demandé aux scientifiques, j'en fallait un qui... d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, mais la ceinture de Kuiper, que je vous ai montré tantôt, là, plus de la moitié des objets transneptuniens connus à ce jour ont été découverts par des Canadiens. Personne ne sait, parce que c'est moyen de découvrir un petit objet, qu'on ne sait pas de quoi, comment on va l'appeler, que de découvrir une planète. Mais il y a vraiment une équipe à Victoria et à Vancouver qui sont experts là-dedans. Ils ont fait un gros relevé justement en utilisant le télescope Canada-France-Hawaii. Puis on découvert beaucoup d'objets transneptuniens. Puis à un moment donné, j'ai demandé à eux, parce que je le connais bien, j'ai dit comment tu les appelles, quoi, les objets que tu étudies, tu sais. En général, je les appelle des objets transneptuniens. En anglais, c'est Trans-Neptunian Objects, mais à cause c'est ça, TNO. Moi, je les appelle des TNO, je ne me casse pas la tête avec ça. Puis, tu sais, il y a comme plein de termes. Là, si vous allez voir même sur Internet, là, vous allez voir dans Wikipédia, à un moment donné, il y a toutes les catégories, là, puis il y en a plein. Là. Mais les scientifiques, en général, il y en a plein qui, peu importe qu'on étudie, puis planétoïdes, minor planet, ils sortent la tête. Mais il y en a qui prennent ça vraiment à cœur. Donc, aujourd'hui, officiellement, selon la définition 2006, on a 8 planètes. Et on a 5 planètes naines. Donc, il y en a 4 qui sont ici dans la ceinture de Kuiper. Et il y a Cérès. Vous vous souvenez de Cérès, on en a parlé tantôt? Non, mais le point, il est tellement petit qu'ils n'ont même pas mis, je pense, à l'échelle. Mais, en fait, les planètes, si les grosseurs sont quand même pas pires là, en termes de grosseur relative. Donc, vous voyez, Jupiter, comment elle est grosse par rapport à la Terre. Imaginez le Soleil. Mais, évidemment, les distances ne sont pas respectées ici. Donc, les 4 ne sont pas seulement l'une à la même distance comme ça de l'autre non plus. Hein. Mais Cérès, on va en parler justement. Parce que le cas de Cérès, c'est intéressant. J'en ai parlé tantôt, découverte en 1801. Voici de quoi elle a l'air, mais ça, on ne savait pas à l'époque, c'était juste un petit point. On l'a appelé une planète à ce moment-là. Ensuite, vers 1850, on s'est rendu compte qu'il y avait la ceinture d'astéroïdes. Donc, Cérès est devenu un astéroïde. On s'est rendu compte par la suite que c'était le plus gros. Donc, de planète à astéroïde. Et finalement, comme on sait qu'elle est sphérique, elle est assez grosse pour avoir une forme sphérique, bien, ça rentre dans la définition de planète naine. Donc, elle est redevenue planète naine depuis 2006, mais elle conserve aussi son titre de plus gros astéroïde. Tu sais, je vous dis, des fois, il y a des colimites un peu mêlants, ça s'en est un. Donc, genre de planète astéroïde. Oui, bien, en fait, c'est encore une fois le nom qu'on lui donne. De satellite. Comment? C'est une vraie image de satellite. Oui, ça, c'est une vraie image de satellite. Il y a une sonde Dawn qui est en orbite autour de Cérès. Ça fait encore là. Donc, c'est une vraie image, on voit de quoi le l'air ici. Puis, donc, vous voyez, hein, elle est partie de planète à astéroïde à planète naine. Bref, il y a un peu le même principe qui se passe vraiment avec Pluton. Si on l'appelle une planète quand on l'a découvert, on découvre qu'elle fait partie d'une ceinture de Kuiper ou une ceinture d'astéroïdes. Fait qu'on va changer le nom de la catégorie pour planète naine. Donc, la controverse. Il y a eu beaucoup de choses. Les gens ont pris ça vraiment à cœur. C'était impressionnant, je trouvais, de voir. Là, il y a eu. Les scientifiques n'étaient pas tous d'accord. Certains ont des arguments assez intéressants contre la définition. Mais le grand public aussi. Il y a eu des pétitions d'écoliers pour que, déjà dans les écoles, il y avait des pétitions pour que Pluton redevienne une planète. Donc, on voulait que Pluton soit une planète. Il y avait, c'est sûr, ça a été la seule planète qui était découverte par quelqu'un qui vient des États-Unis. Donc, là, c'était comme on veut garder notre planète. Je suis sûre que ça a eu un impact un peu. Mais c'est ça, en fait, hein, Pluton, maintenant, surtout ce qui est intéressant, c'est que depuis 2015, on a des vraies photos de près de Pluton. Peut-être qu'il y avait suivi la sonde New Horizons qui a visité. Avant, on la voyait comme bleu. Oui, avant, on la voyait comme un point un peu. Puis il y avait quelques petits détails, là, mais c'était pas évident. Mais depuis 2015, on sait de quoi elle a l'air.
J'avoue, je vous avais juste présenté ça au départ, peut-être vous auriez dit, ben, c'est une planète. Parce que ça a l'air d'être un monde un peu comme on imagine les planètes. Et en fait, Pluton a été un peu une surprise parce que, comme il est travaillé dans le système solaire, on se doutait que ça devait être un monde puis il n'y a plus aucune activité géologique, donc il serait rempli de cratères, un peu comme la Lune. Tu sais, imagine la Lune, dans le fond, un corps gris, plein de cratères, rien qui se passe vraiment d'excitant. Surprise totale, c'est pas ça du tout, finalement. On voit ici qu'il y a différentes couleurs, hein, fait qu'il y a des choses différentes qui sortent à la surface. Ça, c'est une plaine de glace. Et c'est comme s'il y a de la glace qui arrive de l'intérieur de Pluton et qui remonte à la surface. Donc, il y a une certaine activité géologique. Et ça, on ne comprend pas trop pourquoi. C'était vraiment une surprise. J'essaie d'avoir vu les conférences de presse en direct, là, puis les gens posaient des questions scientifiques, puis ils disaient, écoute, on ne sait pas, on ne comprend pas ce qu'on voit quand il y avait les premières photos. C'était une grosse surprise. Donc, c'est fun. On découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas. On essaie de comprendre ce qui se passe à Pluton. Mais en fait, c'est ce qui a rapporté aussi l'idée, ben, si un monde géologiquement actif, qu'il y a des choses qui se passent à l'intérieur, ça devrait être une planète. Hein. C'est intéressant, il faut l'appeler une planète. Pour donner une idée, on va zoomer sur une petite partie ici. Un peu la distinction entre la partie foncée, là, en noir et blanc, là, les plaines. On voit, il y a même un mouvement comme de convection un peu qui arriverait de l'intérieur, comme l'eau qui bout, ça fait comme si des bulles un peu qui arrivent de l'intérieur, puis ça remplit l'espace entre les montagnes ici, ça remplit le cratère ici. Donc, c'est intéressant, il se passe des choses. Et voici mon image préférée de Pluton. Coucher de soleil sur Pluton. On voit les pics, là, des montagnes de glace. Il y a quand même des montagnes, je me souviens quelques kilomètres, comme 3 km de haut. C'est beau. Mais bref, la sonde a juste passé, là, elle a passé à côté et elle a continué. Puis d'ailleurs, vous allez peut-être en entendre parler, janvier 2019, elle va visiter un autre objet transneptunien, justement. Donc, la sonde a continué, puis là, ils se sont rendus compte qu'il n'était pas trop loin d'un objet transneptunien qui avait répertorié, donc ils vont faire passer à côté. On va avoir des photos de l'objet le plus lointain, bien, pas connu, mais des photos les plus lointaines du système solaire, d'un objet le plus lointain qu'on a jamais photographié jusqu'à maintenant. Donc, justement, il se passe beaucoup de choses. Là, on se rend compte que Pluton est un monde avec une géologie fascinante, parce qu'elle devrait être une planète. Il y a beaucoup ramené cet argument-là. Comme elle est géologiquement active, dans le fond, il se passe des choses à l'intérieur. Alors, si on fait le vote rapidement, est-ce que Pluton devrait être une planète? Levez la main. L'autre option, c'est planète naine. Est-ce que Pluton devrait être une planète? De relever la main. Oh, on dirait qu'il y a moins de monde que tantôt. Est-ce que Pluton devrait être une planète naine? Ouais, on dirait que ça. Ouais, ok, ça ne vous a pas convaincu, ça, mon argument. Ok, c'est bon. On continue. Mais la controverse, justement, ça a été. Excusez, les critères à considérer. Ça, je trouve ça intéressant. Donc, il y en a, justement, si on regarde les critères géophysiques, est-ce qu'on regarde l'objet lui-même? Comment l'objet s'est formé? C'est quoi sa grosseur? C'est quoi sa forme? De quoi il est fait? Est-ce qu'il y a une activité géologique? Donc, il y en a qui amènent l'argument de si on voit une photo, comme je vous ai montré tantôt de Pluton, on devrait pouvoir dire, juste en regardant l'objet, est-ce que c'est une planète ou pas? Si c'est sphérique, c'est fait de roches de glace, on peut dire oui, c'est une planète. Ou si on regarde les critères orbitales, c'est où qui est en orbite? Autour de quel objet c'est en orbite? Est-ce que ça fait une différence si tu prends le même objet et que tu le mets, disons, autour du Soleil ou autour d'une planète, ou est-ce que tu le mets où dans le système solaire? Est-ce que ça change son statut? Est-ce qu'on regarde juste l'objet lui-même ou dans quel environnement il est? C'est intéressant comme dilemme. Les gens argumentent encore là-dessus, parce que c'est vrai, c'est un bon point. Est-ce qu'on prend juste l'objet lui-même en le regardant, de dire, en étudiant lui-même, dire il y a quoi ou il faut regarder dans quel environnement il est? Donc, par exemple, ça c'est une planète? Oui, la Terre. Mais si on amène la Terre dans la ceinture de Kuiper, est-ce qu'elle reste une planète? Non? Vous êtes convaincus de ça? Oui, parce qu'il n'y a pas de définition. Selon la définition, non, parce qu'apparemment, il y en a qui ont fait des calculs, elle ne serait pas assez grosse pour créer vraiment une distorsion dans la ceinture de Kuiper. Sa gravité ne serait pas assez forte pour nettoyer et éclairer sa place un peu. Elle resterait vraiment dans la ceinture de Kuiper avec d'autres objets autour. Donc là, c'est bizarre. La Terre dans la ceinture de Kuiper, est-ce que c'est une planète ou pas? Non, on est moins convaincus, hein? Donc, bref, ça amène des dilemmes intéressants, je trouve. Mais bon, la controverse, comme je disais, les gens l'ont pris très à cœur. Moi, c'est une image qui m'a toujours fait rire, mais triste en même temps. C'est pauvre Pluton, elle se fait rejeter par les autres. C'est tellement pas ça. Pluton, encore une fois, elle s'en fiche complètement. Les autres planètes aussi, mais là, ça fait vraiment comme pauvre petite. C'est quand même bien pensé. Ceux qui connaissent Uranus, là, ils savent qu'elle tourne autour du Soleil sur le côté. Elle l'avait fait comme ça. Donc, justement, pour à plus tard. Et donc, le public a beaucoup réagi à ça. On ne voulait pas, la plupart des gens ne voulaient pas que Pluton ne soit plus une planète. Même les scientifiques s'ostinent.
Donc, je vous présente deux personnes ici. Mike Brown, celui qui a découvert Eris. Et ça, c'est de Twitter. Et voici son étiquette de Twitter. Pluto Killer. Quand même, hein? Le tueur de Pluton, je ne sais pas si tu fais. Quand même, hein? Vous gardez une petite gêne, hein? Mais quand même, c'est quelqu'un qui est un expert dans son domaine, qui a découvert très bien la région là-bas. Puis lui, il est convaincu que Pluton n'est pas une planète. Il l'a tué. Bref. Mais ici, on a Alan Stern, qui est ici avec ceux qui connaissent, c'est Bill Nye, the Science Guy. Mais Alan Stern, qui est un scientifique en charge de la mission New Horizon, encore une fois, quelqu'un une élite dans son domaine aussi. Donc, la mission qui est allée explorer Pluton. Et lui, on le voit souvent sur des photos, mais on le voit souvent. Ça fait quelques reprises que je le vois, là. Regardez, c'est quoi le chiffre qu'il met? 9. On va dire, Pluton, c'est la 9e planète. Lui, en fait, la mission New Horizons n'a jamais retenu la nouvelle définition de Pluton. Ils l'ont gardé comme une planète, on parlait tout le temps comme une planète. Ce qui est intéressant, un peu ironique dans l'histoire, c'est que la mission New Horizons, je vous ai dit qu'elle est arrivée à Pluton en 2015, mais elle est partie de la Terre en 2006. Ça a pris 9 ans à se rendre. Et qu'est-ce qui s'est passé aussi en 2006? C'est l'année du changement de nom de classification de Pluton. Fait que la même année qu'on a envoyé une sonde à Pluton, c'est l'année qu'on l'a changé de planète à planète naine. Mais tu sais, ça a l'air qu'il se faisait dire des fois, quand je présentais des présentations, pourquoi vous avez envoyé une sonde vers Pluton, c'est même plus une planète. Comme si c'était pas intéressant parce que c'est pas une planète. Tu sais, je suis dans l'idée des gens, là, ça revient fort. D'ailleurs, Mike Brown, il a écrit un livre, How I Killed Pluto and Why It Had It Coming. Tu sais, comment j'ai tué Pluton et pourquoi c'est prévisible dans un sens. Là. Quand j'ai vu qu'il avait écrit le livre, je me disais, franchement, quel titre arrogant, tu sais, jamais je vais lire ça. Mais finalement, je l'ai lu, puis il n'a pas été traduit, mais ceux qui comprennent l'anglais sont intéressés un peu à comprendre comment on découvre les planètes ou les planètes naines, les objets très loin dans le système solaire, c'est intéressant à lire. Oui, c'est sûr, sa perspective, mais je trouvais que l'histoire se lisait bien. Son récit un peu de tout ça, comment ça se fait, la recherche, pour ça, c'est fascinant. C'est quand même pas une mission facile, là. Donc ça vous intéresse. Mais bon, le titre... l'américain. Oui. Mais tu sais, c'est intéressant, parce que souvent sur son site web, parce qu'il a mis une liste de tous les objets qui pourraient être des planètes naines. Tu sais, je vous ai dit tantôt, il y en a 5 planètes naines reconnues, mais il y en a des dizaines qui pourraient être reconnues planètes naines. On ne sait juste pas c'est quoi leur grosseur, s'ils sont sphériques ou pas encore. Fait qu'il y en a plusieurs autres qui vont se rajouter probablement dans le livre. Donc, justement, Alan Stern, le gars de New Horizons, l'année dernière, il avait écrit un article proposant une nouvelle définition de planète. Selon lui, une planète, ça peut être tout objet sphérique qui n'est pas une étoile. Alors là, qu'est-ce que ça fait? On se retrouve avec plus de 100 planètes dans le système solaire parce qu'on inclut toutes les lunes. Mais c'est pas fou comme idée. Lui, son argument, c'est vraiment, on regarde juste les critères géophysiques. Ici, on regarde l'objet lui-même, on regarde sa forme, on regarde de quoi qui est fait un peu, puis on regarde de dire que c'est une planète ou pas. On se fout de l'environnement, dans le fond. Peu importe autour de quoi être en orbite, on prend juste ça. Je pense pas que ça va passer. Je pense pas que ça va être choisi. En fait, c'est un article de proposition. Ça a été intéressant. J'avais lu l'article, je trouvais ça intéressant. Mais ça n'a pas été voté, donc c'est pas vrai. C'est pas vrai qu'on a 100 planètes. Pluton, depuis 2006, c'est planète naine, ça a jamais changé de tout. Donc, justement, c'est une définition vraiment basée sur un critère géophysique et non orbital. Donc, on n'a pas besoin de regarder dans ses orbites orbite autour de toi. Donc, mais je suis quand même, tu sais, l'argument est intéressant. Ben, si je vous présente ça, il y a combien de planètes dans cette image-là? Là, ce sont tous des vrais objets du système solaire. Ceux qui n'ont pas, en fait, les objets sphériques du système solaire, et ceux qui n'ont pas été visités encore par des sondes, là, sont juste beige. Mais les autres, ceux qu'on a visités. C'est les objets sphériques du système solaire de moins de 10 000 km de diamètre. Il y a combien de planètes dans ça? Comment? Non, mais là, disons qu'on vient de la définition officielle de planète, là, qui inclut les 8 plus gros. Rappelez-vous ce qu'il y a des planètes? Des lunes, oui. Mercure doit être là. Je vous dis tout de suite qu'il y a 2 planètes, là, celles que vous connaissez, là, Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, il y en a 2 de ça. Pas facile, hein? Fait que la définition qui se fait juste à géophysique, comme juste l'objet lui-même, s'il est sphérique, on le regarde, est-ce que c'est une planète? Dans le fond, même là, on est capable de ça. Alors, voici les réponses. C'est Mars et Mercure. Ça, c'est 2 lunes qui sont plus grosses que Mercure. Titan, ce sera pas long, je viens. Donc, Ganymède, c'est la plus grosse lune de Jupiter. Et Titan, c'est la plus grosse lune de Saturne. Ce que tout le monde devrait connaître, parce que c'est un monde fascinant,
c'est la seule lune qui a une atmosphère épais. Donc, c'est solide en dessous, mais une atmosphère très dense, on ne va pas au travers. Titan a des lacs de méthane. Il y a un cycle comme le cycle de l'eau, mais c'est un cycle d'hydrocarbures. C'est comme s'il y a du méthane qui est en vapeur, qui pleut. Le méthane, c'est comme du gaz naturel. Il n'y a plus de gaz naturel sur Titan. Il y a un cycle comme ça qui se passe, mais ce n'est pas de l'eau. C'est vraiment intéressant, Titan. Il y a aussi Europe en français, là, ici, la lune de Saturne, Jupiter, et Encelade, qui est tout petit ici. Mais on sait que ces deux mondes-là, c'est une surface glacée, puis il y a très fort probablement un océan liquide en dessous. Donc, est-ce qu'il pourrait avoir de la vie? En fait, ça, c'est deux des mondes les plus fascinants en termes de recherche de vie dans le système solaire. Peut-être que vous ne les connaissiez même pas. Fait qu'on connaît les planètes, mais on ne connaît pas les autres mondes, qui sont fascinants, mais parce qu'ils ne sont pas en orbite directement autour du Soleil, on ne les enseigne pas, on ne l'apprend pas. Et moi, ça, je trouve que moi, je travaille beaucoup en éducation, justement. Je trouve ça dommage, parce qu'il y a des mondes tellement fascinants. Personnellement, je trouve Europe tellement plus intéressant que Mercure, qui est juste un monde mort, un peu, là, qui n'a plus d'activité quelconque, mais on la connaît pas. Donc, bref, il y en a beaucoup des mondes intéressants. Vous voyez Pluton ici, justement, Iris, Pluton, qui est la grosse lune de Neptune, Io, qui a plein de volcans autour de Jupiter. Donc, bref, c'est un peu dur à savoir, justement. Il faut savoir si les orbites sont hauts pour savoir comment les placer. Donc, toute l'idée de est-ce qu'on suit juste à quoi qu'ils ont l'air ou où est-ce qu'ils sont situés dans le système solaire, c'est un débat intéressant. Donc, si on revient à la définition on va passer au vote. Est-ce que vous seriez en accord avec l'idée que tous les objets sphériques qui ne sont pas des étoiles sont des planètes? C'est ce qui inclut les lunes. Qui est en accord? Quelques-uns. Qui est en désaccord? Qui ne sait vraiment pas? OK, ça passerait pas. Mais quand même, hein, on voit qu'il y a quelques-uns qui... Moi, je trouve le débat intéressant. Je ne veux pas dire que je suis en faveur, parce que j'aime l'idée qu'on parle des lunes. Surtout historiquement, une lune, ça tourne autour d'une planète dans notre tête. Mais en fait, il y a des planètes naines qui ont des lunes. Il y a des astéroïdes qui ont des lunes. Donc, une lune, c'est même pas tout ce qui est en orbite autour d'une planète. C'est les micro-unités. C'est plus vaste que ça. Oui? Est-ce que notre lune, elle a un autre nom? Non, c'est la lune. C'est comme plate. Oui? Un point que je me demande, c'est pourquoi il y a tant d'intérêt à définir ce qui est une planète ou pas, alors qu'il y aurait tellement de possibilités de faire des catégories nouvelles pour décrire différentes choses dans un intérêt scientifique, d'une pertinence puis de quelque chose d'intéressant. Là, on dirait qu'on est en mode de régression, à se battre sur des choses qu'on ne savait même pas comment les nommer au départ. Puis là, aux personnes qui ont la créativité de plutôt faire des nouvelles catégories et d'agrandir l'enseignement de l'astronomie. Mais ce que je me rends compte, c'est à quel point l'histoire est importante. Si on a appelé Pluton une planète pendant 85 ans, c'est bien dur de faire changer comment les gens vont l'appeler. C'est tout le côté société historique. Je me rends compte que c'est pas si facile à changer. On l'a vu, ça fait 12 ans, puis je vous en parle encore. Parce que c'est encore un débat, les gens sont pas trop au courant, ça s'en mêler et tout. Moi, je suis d'accord parce que je trouve, juste une parenthèse, il y en a qui pensent de même les planètes, les 8 planètes, il y en a 4 petites terrestres solides, il y en a 4 plus grosses gazeuses. Est-ce qu'on fait 2 catégories différentes? Est-ce qu'on les appelle vraiment des objets différents? Mais là, on se rend compte que ça m'aiderait les choses parce que dans l'autre système solaire, on découvre des entre-deux, c'est un peu difficile. Mais je suis d'accord, moi, je trouve qu'il manque un mot pour tous les objets, ces mondes-là sphériques. Entre autres, quand on parle de vie ailleurs, c'est pas seulement juste la vie sur des planètes, ça peut être la vie sur des lunes ailleurs aussi. Donc, tous ces mondes-là sphériques intéressants, peut-être pour la vie en général, je trouve qu'il manque un mot. Je pense pas que planète, c'est le bon mot parce que historiquement, il est trop associé à une catégorie. Mais je suis pas sûre que ça va se faire. Je suis pas sûre que personne, il y en a qui le font, qui essaient des définitions, mais la société, c'est dur à changer les idées de même, puis on le voit encore. Je sais pas, c'est complexe. OK, il faut que j'achève. Donc, je parle un peu. Dans le système solaire, on n'a pas la limite supérieure. Donc, si on regarde c'est quoi une planète, la limite inférieure, qu'est-ce qui est plus petit qu'une planète? On appelle ça une planète naine. Si c'est un peu plus gros qu'une planète, on appelle ça comment? C'est le plus gros que Jupiter, là, à un moment donné, on appelle ça comment? Une super planète, c'est cool, mais non, c'est pas ça. Est-ce que tu sais? Ouais, c'est bon, c'est une naine brune. Là, c'est pas une planète naine, c'est une étoile naine brune. Fait que là, c'est pas des ronds gris comme ça, c'est juste pour montrer l'autre limite. C'est quoi une naine brune? Bien, c'est une limite entre une étoile et une planète, avec une masse de tout dépendant, c'est quand même assez complexe, mais entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter, bref.
c'est quand même plus dense qu'une planète, parce que vous voyez, même si c'est plusieurs fois la masse d'une planète, donc Jupiter ici, c'est pas énormément plus gros qu'une planète. Donc la grosseur est quand même de l'ordre de Jupiter, donc plus gros, mais quand même beaucoup plus petit qu'une étoile comme le Soleil, par exemple. Et les étoiles, il y a différentes grosseurs aussi. Je ne vais pas dans les détails, c'est assez complexe. Donc, pourquoi je parle des naines brunes? On n'a pas de cas de naines brunes dans notre système solaire, mais on en trouve ailleurs. Et là, ça rend les choses un petit peu compliquées quand on découvre des planètes à l'extérieur. Est-ce qu'on est sûr que c'est une planète, ça peut être une naine brune? Tu sais, je dirais pas, en fait, une naine brune, ça ne brille pas autant qu'une étoile. Ça a un certain processus qui se passe à l'intérieur qui fait que il y a une certaine fusion qui se passe, mais ce n'est pas une fusion aussi intense que le Soleil ou une étoile qui fait que ça brille d'elle-même. Donc, on découvre des exoplanètes, des planètes à l'extérieur de notre système solaire. On en découvre jusqu'à aujourd'hui, il y avait à peu près 3772. Là, les sources varient un peu dépendamment où on regarde, mais de quelques milliers de découvertes. Donc, on connaît beaucoup plus de planètes à l'extérieur de notre système solaire qu'à l'intérieur de celui-ci. C'est un domaine fascinant, vraiment, parce que c'est tout nouveau, encore une fois, dans les 20 dernières années. Puis là, c'est vraiment en pleine ébullition dans les cours. On est capable de les étudier plus. Ça me fascine. Ça, c'est un dessin, donc des images, à part une, je vais vous le dire, mais ce ne sont pas des vraies photos, c'est des dessins. Là. Donc, justement, les cas limites d'exoplanètes. Est-ce qu'on est capable de connaître sa masse exactement? Est-ce qu'on sait que c'est une planète ou ça peut être une naine brune? Donc, quand on découvre le nombre d'exoplanètes qui peut varier selon les sources, bien, ça peut être ça. Des fois, il y en a qui disent non, ça, je pense que c'est plus une naine brune selon les chiffres qu'on lui donne. Non, c'est peut-être plus. C'est quand même assez difficile à caractériser là, selon les modèles qu'on lui donne. Encore une fois, un dessin d'artiste. Donc, une difficulté qu'on n'a pas dans le système solaire, mais qui apporte la confusion quand on parle de planètes à l'extérieur. On a aussi un dilemme où et comment l'objet s'est-il formé. Là, je vous présente un exemple ici. Ça, c'est une vraie photo. Donc, l'étoile est ici. Voici sa planète, qui est à 2000 années-unité astronomique de son étoile. Ce que ça veut dire, ça, c'est qu'elle est 2000 fois plus éloignée de son étoile que la Terre et du Soleil. C'est quand même 50 fois plus loin que Pluton de son étoile. Donc, elle est très, très, très loin. Et ça, on ne pense pas qu'elle s'est formée de la façon que la plupart des planètes se seraient formées dans leur disque comme de débris autour de l'étoile. Et moi, je n'avais pas réalisé ça. Je savais que je parle à ma bonne amie Marie-Ève. Et ça donne bien. Elle est juste ici. Elle lève la main, Marie-Ève. C'est sa planète. Voilà. Moi, j'appelle la planète de Marie-Ève, mais ça n'a pas son vrai nom. Comment tu dis son nom maintenant? Guxion B. C'est ça son vrai nom, mais moi je trouve planète de Marie-Ève, c'est cool quand même. Marie-Ève travaille à l'Institut de recherche des exoplanètes à Montréal, qui est vraiment un institut qui est un leader dans le monde là, pour la recherche des exoplanètes. Donc c'est pas seulement l'expertise d'ici. Marie-Ève fait partie, donc si vous avez des questions là-dessus, c'est plus elle. Donc ça c'est intéressant. Moi je n'avais pas réalisé ça, je suis comme moi que Marie-Ève on jase, puis qu'elle dit ben, les scientifiques n'appellent pas seulement une planète, parce qu'elle est tellement loin, on ne pense pas qu'elle s'est formée comme une planète. Ça, c'est un autre dilemme des scientifiques un peu vont regarder. Donc, il l'appelle un compagnon de masse planétaire. On joue sur les mots ici, mais c'est important si on regarde la définition exacte. Et là, moi, le cas que je trouve le plus intéressant, c'est qu'on découvre des planètes toutes seules. Ils ne sont pas en orbite autour d'une étoile. Mais là, la définition de base, tantôt, c'était un astre qui tourne autour d'une étoile. Si on retrouve Jupiter, par exemple, la grosseur de Jupiter, qui ne tourne pas autour d'une étoile, est-ce que c'est une planète? Encore une fois, c'est comme c'est l'objet lui-même, il reste encore pareil, mais là, si on regarde son orbite, il est où? Là, on manque de mots pour les appeler une planète errante. Ce qui est intéressant, parce que ça veut dire quoi, planète? Astre errant. Donc là, c'est un astre errant. J'aimais bien le Planetary Mass Object, un objet de masse planétaire. Il y en avait qui avait commencé à utiliser le mot plein des mots pour Planetary Mass Object. J'avais l'idée, mais apparemment, ça n'a pas vraiment connu. Sous naine brune, ça, non, je ne sais pas si c'est vraiment bon comme nom. Bref, on manque de mots pour les appeler. Mais ça, je trouve ça intéressant. Donc, on passe au vote. Est-ce qu'une planète errante est une planète? Qui dit oui? Oh! Et oh! On se dégêne un peu. Est-ce qu'une planète errante, est-ce que c'est pas une planète? Donc, comment vous les appelleriez? On ne sait pas, hein? Est-ce que ça bouge? Oui, mais ça peut être, ça bouge avec le reste de la galaxie. Non, ça peut être en orbite autour de la galaxie. C'est juste que c'est pas en orbite autour d'une étoile directement. C'est tout le système solaire se déplace autour de la galaxie. Donc, cet objet-là va avoir son mouvement propre là, dans la galaxie, mais pas autour d'une étoile. Oui? C'est un compagnon de la galaxie de masse planétaire. Excellent, j'aime ça, merci. Compagnon de la galaxie. On est rendu dans la science-fiction. J'ai une question. Oui? Comment on fait pour voir
autour d'une étoile, puisqu'on sert des étoiles pour voir. Oui, il y a différentes façons de les découvrir. Et là, je vais dire quelque chose, Marie-Ève, tu me confirmeras. C'est que les étoiles très jeunes vont quand même émettre un peu d'infrarouge, entre autres. Et donc, il y a une certaine chaleur, surtout quand ils sont jeunes, dans leur cycle, ils n'ont pas encore assez refroidi. Et c'est avec cette chaleur-là, dans le fond, qu'on va les pouvoir les détecter en infrarouge. Oui, super. C'est bon. C'est ça. Bouge vite. OK. OK. Avez-vous compris? Oui. La réponse, c'est comme elles sont en relation, on les découvre plus près du système solaire, donc on peut voir leur mouvement par rapport aux autres étoiles, c'est sûr que plus loin. Donc, les débats restants, je passe rapidement là-dessus. Est-ce que la limite inférieure de planètes, les planètes naines, c'est encore un débat pour certains. Limite supérieure, les naines brunes, encore une fois, c'est pas toujours si évident que ça. Est-ce qu'on regarde un critère géophysique, l'objet lui-même, ou son orbite, où est-ce qu'il est, son environnement? Est-ce qu'il est l'objet dominant sur son orbite? Ça, c'est un autre critère aussi là, pour les planètes naines, donc il n'est pas dans une ceinture d'astéroïdes de Kuiper. Et comment l'objet s'est formé, justement, comme est-ce qu'il s'y est trop loin, il ne serait pas formé dans le disque de débris? Ça, on est moins au courant, nous, les scientifiques, qui regardent ça aussi, comment l'objet s'est formé, pour que ce soit vraiment une planète qu'on appellerait dans. Est-ce que c'est formé comme une planète ou non? Donc, c'est un peu un débat qui reste. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement, est-ce qu'on fait une définition scientifique ou plutôt publique? Tu sais, la société a beaucoup réagi par rapport à Pluton, ça se parle encore. Quand je vais dans les écoles, je m'entends, il y en a beaucoup qui sont mêlés, puis je ne les blâme pas parce que c'est vrai que c'est un peu mêlant. Il y en a qui pensent que ça a été changé plusieurs fois, le nom de Pluton. Ça n'a pas été changé, juste en 2006 une fois, mais ça reste. Le côté émotif, quand vous voyez, oui, le public, mais même les scientifiques ne s'entendent pas là-dessus parce qu'on prend ça à cœur. Mais moi, le point le plus important, je finis avec ça, c'est que je trouve que c'est pas juste les planètes qui sont intéressantes. Puis peut-être qu'il faudrait commencer par changer la façon qu'on l'enseigne à l'école. Je suis allée emmener dans une classe et dans le cahier de l'élève, c'est écrit ça. Système solaire égal, vraiment égal, soleil plus planète. Si on dit que Pluton n'est plus une planète, dans sa tête, l'enfant, elle n'est plus là, elle n'existe plus ou elle n'est plus dans le système solaire, c'est pas dans ma définition. C'est pas vrai. Commençons à parler de le système solaire, il y a plein d'autres objets. Je comprends qu'il y en a beaucoup, mais on pourrait parler, au lieu de parler de juste des 8 planètes, parlons des lunes intéressantes, celles qui ont de la glace, peut-être de l'eau, il y a un titan, il y a plein d'autres objets qui sont intéressants. Donc, bref, le débat n'est pas fini. Puis, Pluton, je pense que ça va rester comme ça, mais tu sais, ça s'argumente encore, fait que à suivre. Merci beaucoup. Le site web sur la découverte de l'univers. Si vous connaissez des profs qui peuvent avoir des formations, vous pouvez aller voir sur Facebook, Twitter aussi. Il y a une version similaire à ça sur le site web si vous créez un compte aussi, vous pourriez aller le chercher dans les webinaires archivés. On peut modifier, améliorer. C'est gratuit. On a le temps rapidement pour quelques questions. Alors, on a eu un, c'était très rapide ici. C'est une très bonne question. Je ne suis pas vraiment certaine. C'est-tu, Marie-Ève? Comment on sait? Enfin, il serait formé comme les étoiles, mais il ne serait pas formé autour d'une autre étoile. C'est plus complexe qu'on pense. Moi, même quand je parle avec Marie-Ève, je me rends compte que la formation, les théories de formation, c'est un peu plus complexe. Ça pourrait être ça aussi. On sait quand même que des fois, dans le système solaire qui se forme, il y a des planètes qui sont éjectées. Ça arrive. Oui, en arrière complètement? Selon la définition actuelle des planètes, pourquoi Eris n'est pas une planète quand le présentier tantôt semblait être à l'extérieur de la ceinture de Kuiper? Donc pourquoi elle n'a pas la définition? C'est une bonne question, mais je pense qu'elle fait encore partie de, je ne sais pas exactement la limite externe de la ceinture de Kuiper, mais elle fait encore partie de la zone où il y en a beaucoup. C'est une bonne question, il faudrait que je vérifie, parce que c'est vrai qu'elle paraît loin. Je pense que c'est ça, mais je ne suis pas à 100% certaine. Et il ne faut pas oublier qu'au-delà de la ceinture de Kuiper, qui est la ceinture d'astéroïdes externe, il y a le nuage de Oort qui constitue tous les objets, en général la plupart des comètes, mais il y a énormément aussi d'objets de taille, de format astéroïdal, dans le nuage de Oort qui enveloppe tout ça, qui enveloppe tout le système solaire. Et en plus, on se rend compte qu'il y a des objets là-dedans. Il y a peut-être des objets plus gros que Eris encore, mais qui sont tellement loin et pâles et discrets, peuvent prendre peut-être des dizaines de milliers d'années à faire le tour du système solaire.
Fait qu'il se peut qu'il y ait des objets encore plus gros que l'Iris, mais qui soient dans le nuage dehors, c'est-à-dire vraiment très loin du Soleil. Fait que, bref, il y a, même au-delà de la ceinture de Kuiper, il y a encore bien des objets, c'est entre autres là qu'on retrouve la plupart des comètes. En passant, je passe la soirée ici aussi, puis si vous voyez, vous avez d'autres questions que vous pouvez me poser. Oui? Bien, le nuage de Oort, il va tellement loin, la définition du nuage de Oort, ça va tellement loin, je pense que ça va jusqu'à quasiment 1 année-lumière du Soleil. Fait que là, il y aurait probablement plus beaucoup de choses rendues là, ce serait surtout du vide jusqu'à temps qu'on atteigne la prochaine étoile, qui est à 4 années-lumière. Je pense que ça serait beaucoup du vide rendu là. Mais tu sais, il peut y avoir plein d'objets. Puis, tu sais, Mike Brown, le Pluto Killer, là, il est encore en recherche. Il pense qu'il y aurait une grosse planète, un peu la grosseur de Neptune, peut-être, plus loin. Il a annoncé ça qu'il devait y avoir une planète 9. Lui, il l'appelle celle-là, c'est la planète 9. Et là, il s'ostine, c'est laquelle, la planète 9. Mais ça, c'est encore à confirmer. Lui, il pense qu'il y aurait peut-être une Neptune plus loin. Ça serait une grosse découverte. Pour l'instant, il n'y a rien de concluant là-dessus. Bref, ça continue. Là, j'attends ton Une dernière question? En fait, est-ce que dans notre galaxie, il y a une étoile qui est plus grande que le Soleil? Oui, beaucoup. Et écoute, va sur YouTube, là, puis fais une recherche pour, en anglais, je fais tout le temps en anglais, le size of stars and planets. Okay? C'est comme grosseur des étoiles et des planètes. Il y a une vidéo qui parle comme des planètes dans le système solaire. Après ça, le Soleil, puis après ça, on voit les étoiles beaucoup plus géantes que le Soleil. Ça vaut la peine d'aller voir, on se sent vraiment petit. Sur YouTube, on retrouve de tout, mais si tu tapes ça, tu devrais trouver quelques versions, puis en général, elles sont bien faites. Il y en a qui sont 10 millions de fois plus grosses que le Soleil, c'est assez impressionnant. Alors, merci beaucoup tout le monde, excuse-moi. Merci.